Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'histoire de la monnaie japonaise et également de savoir pourquoi je ne possède pas de yens dans mon portefeuille. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis une formation qui est disponible dans le lien de la vidéo et des ouvrages qui sont disponibles sur Amazon, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Également, n'oubliez pas que je ne suis qu'un particulier qui vit de ses investissements et en aucun cas je suis agréé aux autorités des marchés financiers, l'AMF. Donc à présent, on va pouvoir commencer l'histoire en premier temps et puis dans un deuxième temps, je vous dirai pourquoi je ne possède pas de yens dans mon portefeuille. Alors, pour comprendre un peu l'histoire de la monnaie japonaise, il est important de remonter jusqu'à la dynastie Tokugawa, donc qui a réunifié le Japon, donc qui s'appelait Ieyasu Tokugawa, et lorsqu'il a réunifié le Japon, il a créé ce qu'on appelait le ryo. Donc en fait, ce sont des lingots d'or qui étaient ovales, qui sont assez différents des lingots occidentaux, et en fait, cela était la référence de monnaie nationale au Japon suite à l'unification du Japon. Et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui vont au Japon pour des vacances ou quoi que ce soit, lorsque vous utilisez le mot le change de monnaie, donc échanger de la monnaie, en fait, on va utiliser ryogaisuru. Donc en fait, d'un point de vue étymologique de la langue japonaise, le ryo, c'est ce qui permet en fait d'échanger des monnaies locales avec une monnaie, une devise étrangère. Donc on voit très bien que malgré que le ryo n'existe plus, maintenant on utilise le yen, on se rend compte que étymologiquement, en fait, on utilise toujours cette ancienne monnaie, tout comme en français, lorsqu'on utilise le mot l'argent, en fait, on parle de l'argent métal. Donc comme quoi, en fait, on revient toujours avec des métaux précieux dans nos langues actuellement qu'on parle dans la vie de tous les jours. Alors, en fait, en 1868, on est dans l'ère Meiji. Alors, que s'est-il passé dans l'ère Meiji? En fait, on a eu en 1871 la fin du ryo et le début du yen, donc la monnaie qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Alors, un yen à cette époque, du coup, valait 1,5 g d'or pur et 24 grammes d'argent métal. Donc ça, c'était l'étalon de valeur, c'est-à-dire que le yen reposait sur un bimétallisme or et argent métal. Et donc par exemple, voici un billet de 5 yens, donc qu'à l'époque, tout comme sur des billets de dollars et d'autres devises monétaires dans l'histoire, en fait c'était comme une sorte de ticket de pressing, c'est-à-dire que vous aurez pu échanger, aller à la banque et récupérer votre pesant d'argent métal avec ce billet de 5 yens. Mais il y a eu l'abandon du standard argent métal et en fait, cela a été le début d'une catastrophe. En fait, le Japon va progressivement abandonner le standard argent-métal. En fait, face au problème qu'il y a eu de déséquilibre économique lié à la chute de valeur de l'argent-métal, notamment dû à l'Empire britannique. Donc j'avais fait une vidéo spéciale pour parler en 1848 de la guerre de l'opium et également en 1871 avec l'Empire prusse lorsque l'Allemagne avait fait la guerre de l'Alsace et de la Lorraine. Donc ces pays-là ont décidé d'enlever le standard argent-métal pour devenir des grandes puissances monétaires, notamment avec le standard or. Et du coup, le Japon adopte également en 1897 le standard or. Et du coup, on se retrouve avec un yen qui valait 0,75 g d'or pur. C'est-à-dire qu'on a enlevé au yen, littéralement, de sa valeur en métaux précieux. Après cela, on se retrouve en 1931 avec l'abandon du standard or. Alors pour cela, en fait, on a eu pendant la Première Guerre mondiale une grande pression financière comme de nombreux pays et donc il y a eu une suspension temporaire de convertibilité déjà de l'or et puis on s'est retrouvé en 1931 après la crise de 1929. L'étalon or a été, on va dire, abandonné. Et en 1931, après la Grande Dépression, le Japon suit l'exemple de nombreux pays et abandonne définitivement le standard or. Et donc la Banque du Japon, elle prend notamment prend le contrôle de l'émission monétaire, marquant le début d'une monnaie fiduciaire japonaise. Alors pour cela, en 1949, le yen, il est fixé sous le régime de Bretton Woods, c'est-à-dire que $1 était à 360 yens,
donc à peu près 3, et à cette époque-là, avec les accords de Bretton Woods, il fallait à peu près 35 $ pour une once d'or à cette époque. Donc on voit encore une fois que le yen a été sous-évalué par rapport à l'once d'or pure qu'on voyait. Donc au début, on était sous le régime du Ryo et de Tokugawa, on était avec un yen qui représentait une grande part d'argent, d'or et même d'argent métal, et on se retrouve en l'espace de plus de 50 ans avec un yen totalement dévalué par rapport à l'or. En 1971, c'est la fin du standard or, c'est-à-dire que Richard Nixon avait dit comme quoi il mettait fin de la convertibilité du standard or avec le dollar américain, et de là on s'est retrouvé avec des monnaies flottantes. Donc à présent, je vais vous parler des parités de pouvoir d'achat. Alors pourquoi il est important de connaître la parité des pouvoirs d'achat? Parce qu'en fait c'est un taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Donc par exemple, je prends l'exemple du McDonald's et de Rolex. En général, le McDo et la montre Rolex a le même prix que ce soit à Paris qu'à Tokyo. Donc ça, c'est la parité des pouvoirs d'achat. Et donc certains économistes, et c'est là où je vais en parler, disent comme quoi il faut investir actuellement dans le yen car il est sous-évalué par rapport au dollar, à la livre sterling, à l'euro, etc. Et donc moi je vais vous dire pourquoi je ne possède tout simplement pas de yen dans mon portefeuille. En fait, les pseudo-économistes, ils vous disent, moi je rachète du yen parce qu'il est sous-évalué par rapport à la livre sterling, à l'euro, au US dollar, etc. Mais le problème, c'est que quand on prend réellement la valeur de toutes ces monnaies fiduciaires, en fait, elles sont toutes pourries. Ça n'a aucune vraie valeur. La vraie valeur, c'est l'or. Et donc, les gens qui investissent et qui se disent j'investis dans le yen parce qu'il est sous-évalué par rapport aux monnaies fiduciaires, ils n'ont rien compris à l'économie, ces gens-là. En fait, le yen, c'est pas qu'il est sous-évalué ou que les autres monnaies sont plus fortes, c'est seulement que le yen se dévalue plus rapidement par rapport à l'or, et quand ces gens-là diront ah ben maintenant l'euro ou la livre sterling se dévalue par rapport au yen, et ils vont se dire le yen a remonté par rapport aux autres monnaies fiduciaires, non, il n'a pas remonté, c'est ces monnaies fiduciaires-là qui descendent actuellement plus rapidement et qui rattrapent le yen, c'est tout simplement ça. Toutes ces monnaies-là ne reposent que sur de la dette. Donc en aucun cas ce n'est de la vraie valeur, la seule vraie monnaie c'est l'or, et donc les gens qui disent moi j'ai investi et j'ai acheté du yen pour me protéger, en aucun cas je ne comprends leur stratégie. Pour moi leur stratégie est débile, parce que de toute manière ils seront perdants, toutes les monnaies fiduciaires tomberont à zéro. Et donc pour moi la seule vraie monnaie c'est l'or, donc les Japonais et les autres qui possèdent de l'or pourront survivre à la monnaie dette, c'est-à-dire qu'en aucun cas ils ne seront impactés. En revanche, tous les autres personnes qui détiennent du yen papier ou d'autres monnaies fiduciaires, que sais-je, ceux-là ils seront impactés dans les prochaines années. Heureusement, il arrive 2 nouveaux systèmes que le Japon est peut-être susceptible d'adopter et que franchement je suis très content, c'est le Bitcoin et probablement XRP. Mais ça, on verra dans les prochains mois. Donc si vous êtes intéressé, j'ai mis une formation complète pour savoir comment investir dans l'or de A à Z, donc savoir où acheter, comment acheter, également connaître sa fiscalité et savoir comment stocker en toute sécurité. J'ai mis le lien en dessous de la description de la vidéo, et également sur Amazon vous avez des ouvrages que j'ai mis dans le lien de la description de la vidéo, donc allez jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre, et quant à nous, je vous retrouverai très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.